Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors je sais pas si tu l'auras remarqué, mais récemment Ledger a publié une annonce comme quoi ils avaient hacké les hardware wallets de Tangem une nouvelle fois. Et du coup c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va voir si c'est si grave que ça, quelle a été la réaction de Tangem. Et au passage ça me permettra de faire une petite parenthèse sur le design des produits de chez Tangem et de réexpliquer une nouvelle fois pourquoi à mes yeux ils sont moins sécurisés. Alors je précise, hein, j'en ai à la maison, j'aime beaucoup Tangem pour leur simplicité, mais il faut pas se faire d'espoir par rapport à ça. C'est pas plus sécurisé que certaines autres solutions comme Ledger. Pour moi, c'est un cran en dessous et on va revoir ça en fin de vidéo. Mais avant, on va commencer par parler de la vulnérabilité que Ledger a découverte. Alors, je te mettrai cet article en description parce qu'il y a tout qui est expliqué, si tu aimes un petit peu la technique. Moi, je vais vraiment simplifier ce qui est écrit dedans et surtout, on va en tirer des conclusions quand même qui sont assez intéressantes et aussi, on va parler forcément de cette réponse de Tangem parce que j'ai 2-3 petites choses à dire. Alors, déjà, à quoi est-ce que Ledger s'est attaqué déjà, il faut comprendre que quand on utilise une carte Tangem, il y a un mot de passe. Chaque carte est verrouillée par un mot de passe. Enfin, c'est le même pour les cartes qu'on a. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que on va, par exemple, quand je signe une transaction, ça va me demander soit de scanner ma carte, et après, ça va me demander de rentrer un mot de passe que je vais écrire sur mon téléphone, et après, je vais rescanner mon téléphone avec la carte pour donner le mot de passe à la carte vérifie si c'est bien le bon mot de passe, et après elle renvoie au téléphone, ok c'est good, tu peux aller plus loin, signer ta transaction, etc. Et en fait, c'est là-dessus que Ledger va intervenir, parce que déjà, ils ont regardé s'il était possible de brute force ce mot de passe, autrement dit, on envoie plein de mots de passe à la carte pour vérifier, pour essayer de trouver le bon mot de passe. Le truc, c'est qu'il y a une sécurité bien sûr qui est mise en place, c'est pas possible de tenter des millions de possibilités comme ça à la seconde. En réalité, à chaque fois qu'on va envoyer un faux mot de passe, l'application va nous dire c'est pas le bon, et plus on va se tromper, plus on va avoir un délai important qui va nous retarder. Donc autrement dit, on peut aller, alors je crois que c'est marqué ici, voilà, ça va jusqu'à 45 secondes. Alors si tu peux tenter un mot de passe toutes les 45 secondes, c'est extrêmement lent pour brute force justement le code. Donc on va y revenir après, mais en gros, alors je crois que on peut le montrer ici parce qu'il y avait justement Ledger qui avait montré tout ça avant leur attaque. Ils avaient dit que bon voilà, pour un code PIN avec 4 chiffres, ça peut mettre jusqu'à 5 jours. À 6 chiffres, ça peut aller jusqu'à 520 jours. Et s'il y a 8 chiffres, dans le PIN, ça va de 143 jours. Sachant qu'avec Tangem, quand même, il n'y a pas que des chiffres, il y a aussi des lettres et des caractères majuscules. Mets ça dans un côté de ta tête parce que ça fait partie de l'argumentaire après de Tangem. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, Ledger a réussi à aller outre cette sécurité. C'est-à-dire, ils ont réussi à la contourner. Alors, c'est expliqué, c'est expliqué ici, justement, notamment, je te laisserai lire cette partie. Mais en gros, Ledger, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que si ils retiraient la carte au bon moment, quand ils rentraient un mot de passe, alors ils allaient savoir si le mot de passe il serait mauvais, sans pour autant que la carte mette en place cette sécurité, parce qu'ils ont retiré la carte juste avant. Donc c'est là-dessus que Ledger joue, et en fait ça permettrait justement de bypasser cette fonctionnalité, cette sécurité, et donc du coup d'aller jusqu'à 2,5 mots de passe en moyenne par seconde pour essayer de brute force la carte. Donc c'est pas non plus illimité, mais ça permet d'augmenter quand même drastiquement le potentiel de brute force, et aussi d'un autre type d'attaque. Donc là tu vois bien qu'ils sont passés avec des oscilloscopes et compagnie, mais bon je te laisserai lire l'article parce que c'est un petit peu technique, mais si ça t'intéresse vraiment c'est super intéressant. Mais c'était juste ici, voilà, il y a un autre type d'attaque, c'est les attaques dictionnaires. Donc en gros qu'est-ce que c'est ça? C'est quand tu vas avoir des bases de données de mots de passe et on va les tenter comme ça, c'est-à-dire par exemple tu as des mots de passe qui avaient été donnés ici, donc par exemple password 123, QWERTY, ça peut être AZERTY, 123 je t'aime maman, enfin bref, des mots de passe qui sont utilisés très régulièrement et par les utilisateurs et bon, qui ont une probabilité plus importante d'être utilisés du coup comme mot de passe aussi sur Tangem. Alors si un jour par exemple tu as une base utilisateur, je sais pas moi, de Binance qui est hackée et qu'on a tous les mots de passe des utilisateurs, et ça typiquement tu as de grandes chances que ces mots de passe soient utilisés dans une attaque dictionnaire pour essayer de craquer les mots de passe des utilisateurs Tangem. Si jamais bien sûr on a leur carte, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que cette attaque elle est possible, tu vois bien que quand même ça augmente drastiquement la vitesse, donc là on passe de 5 jours à 1 heure pour un mot de passe à 4 chiffres, et on passe à 4,5 jours au lieu de 520 jours pour un mot de passe à 6 chiffres, et à 460 jours au lieu de 143 ans pour un mot de passe à 8 chiffres. Alors bien sûr, tout ça, ça reste quand même assez théorique, et comme je le disais, il faut avoir la carte physiquement, mais aussi il faut avoir le matériel. Donc ça, c'est une attaque qui en soi est potentiellement pénible, mais elle est quand même difficile à mettre en place, et c'est pas tout le monde non plus qui peut la mettre en évidence. Alors du coup, tu as Ledger qui a fait quelques recommandations en plus, donc ça bien sûr c'est intéressant, mais
moi, c'est ça que je voulais te montrer en évidence avec cet article. Maintenant, on va voir un petit peu la réponse de Tangem et je vais aussi te donner mon avis par rapport à tout ça parce que en réalité, pour moi, c'est pas aussi grave qu'on pourrait le penser, mais ça soulève quand même pas mal de problématiques. Alors déjà, je te laisserai lire la réponse de Tangem. Donc là, c'est Tangem France, mais c'est juste une traduction de ce que le compte anglophone avait marqué. Hein, donc ça sera plus simple pour la vidéo et surtout pour les personnes qui sont allergiques à l'anglais. Mais moi, ce que je note en fait dans la réponse, je te laisse la lire, tu l'as sous les yeux, mais pour moi déjà, je trouve qu'ils sont un petit peu de mauvaise foi et ils minimisent un petit peu la situation. Alors pour moi, Ledger aussi en rajoute un petit peu et je pense que c'est de bonne guerre parce que derrière, il y a beaucoup de personnes, oui, Tangem c'est plus sécurisé que Ledger et je pense qu'il y a l'ego de Ledger aussi qui joue un petit peu, hein. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est de bonne guerre. Maintenant, le truc, c'est que là, par exemple, on te dit que c'est pas trop grave en réalité. Donc voilà, c'est marqué ici, hein, dans le scénario décrit, la désactivation du délai de vérification incrémentielle du mot de passe n'accélère pas de manière notable les attaques. Alors ok, mais dans ce cas-là, pourquoi vous avez mis cette sécurité, les gars? C'est qu'il y a une raison quand même. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on minimise la chose et ça soulève aussi un autre problème, c'est que de toute façon, ils peuvent pas le patcher ce problème. Pourquoi? Parce que les hardware wallets de Tangem, on peut pas les upgrader. Et oui, c'est des wallets avec un firmware non upgradable. Et c'est ça la limite de ces hardware wallets, déjà, c'est que tu ne peux pas les mettre à jour s'il y a un problème. Donc là, c'est un problème pour moi qui est léger, hein, qui est mineur, on soit bien d'accord, parce qu'au final, à partir du moment où tu mets un mot de passe fort, tu as résolu un petit peu ton problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si un jour il y a une autre vulnérabilité qui est découverte, on ne pourra pas le patcher, hein, sur Tangem. Donc ça, c'est un premier truc. Mais c'est pas ça que je voulais dire pour moi le vrai problème de design de Tangem. Ensuite, Tangem rentre un petit peu plus dans la technique, et là, ça va parler plutôt de la stratégie que Ledger a mis en place. Ce qu'ils disent en fait, c'est que si Ledger utilise ce type de procédé pour brute force par exemple le mot de passe, le problème c'est qu'à chaque fois on va consommer la mémoire flash, hein, à chaque fois qu'on va faire un mot de passe, et sur un nombre très grand de tentatives, bah, la puce elle va griller en fait. Sauf que moi c'est une question que je me pose parce que quand on regarde un petit peu en arrière, ici, on va pas au bout de la procédure, c'est-à-dire que derrière on va pas aller jusqu'à la validation totale. Donc est-ce que à ce moment-là, précisément, la mémoire flash elle est consommée? Est-ce que vraiment on détériore la carte aussi rapidement? Ça, c'est une question que je me pose. Alors, j'ai pas du tout la réponse. C'est une question que je soulève. Donc, s'il y a des personnes qui sont expertes là-dedans, je veux bien une réponse en commentaire, hein, et j'épinglerai si vraiment ça intéresse. Mais pour moi, je sais pas à ce niveau-là si c'est vraiment vrai. J'ai quelques doutes personnellement, mais je vais pas les remettre en question parce que j'ai pas du tout les compétences dans ce domaine. Et enfin, pour terminer, bon bah là, Tangem va dire que nous, on n'utilise pas que des codes PIN, on utilise aussi des lettres, hein, on n'est pas une carte bancaire. Bon, ça, c'est un petit commentaire un peu sarcastique, mais bon, il faut lire aussi la documentation jusqu'au bout, hein. Ledger a quand même bien précisé, et je le remets encore une fois, c'était ici. Voilà, il y a les attaques dictionnaires que j'avais souligné tout à l'heure. Donc quand on parle d'attaques dictionnaires, on parle aussi d'utiliser des mots de passe avec des lettres. À ce niveau-là, je pense que bon, Tangem essaye de défendre son beurre et c'est normal qu'ils soient un petit peu mauvaise foi, surtout qu'ils peuvent pas patcher encore une fois ce type de vulnérabilité. Maintenant, si tu veux vraiment mon avis, encore une fois, pour moi ça c'est pas si grave que ça. Tu mets un mot de passe dur, fort, et il n'y a aucun problème sur cette vulnérabilité précisément. Maintenant, ça soulève quand même la problématique qu'on peut pas patcher ce type de vulnérabilité ou les prochaines qui pourraient être découvertes, hein. Et enfin, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, c'est que Tangem, d'un point de vue sécurité, à mon avis, encore une fois, sont moins sécurisés que les autres hardware wallets. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix de design qui permet beaucoup plus de simplicité, mais qui fait que d'un autre côté, ils sont moins sécurisés. Et ça, peu importe ce qu'en disent certains influenceurs. Et je vais t'expliquer, c'est tout bête, on va passer sur mon autre écran. Du coup, pour t'expliquer la problématique, on va faire des comparaisons avec d'autres hardware wallets que j'ai à la maison. Donc, tu as Ledger et Trezor que là j'ai utilisé, comme ça il y a l'open source et le closed source, il n'y aura pas de jaloux comme ça. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Tangem, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas d'écran. Et ce choix de design, ça a vraiment une importance. Alors je vais te montrer, tu vas comprendre très vite. C'est-à-dire que là j'ai pris un Ledger Flex et j'ai fait une transaction en utilisant l'application smartphone, comme ça fera exactement les mêmes conditions que Tangem. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que je fais ma transaction, si tu regardes, là j'ai le récapitulatif à la fois sur mon écran de smartphone, mais j'ai aussi le récapitulatif sur le hardware wallet. Alors quand je te mets les flèches, hein, c'est pour te montrer tout le chemin à chaque fois de la transaction, comment ça se passe, parce qu'il y a plusieurs étapes à suivre, mais en gros ça fait partie de la même vérification pour la même transaction. Et c'est exactement la même chose pour Trezor, c'est-à-dire que j'ai ma transaction qui apparaît oui sur le smartphone, je peux la vérifier là, mais le plus important après c'est de la vérifier sur l'écran. Et ça j'ai juste à suivre les étapes après, hein. Alors que sur Tangem, c'est différent, parce que si tu regardes, tu as juste l'écran de ton smartphone. Ça veut dire que tu n'as pas de vérification avec un écran. Là, c'est directement,
dès que tu passes ta carte, tu signes la transaction et tu fais en quelque sorte une signature à l'aveugle. Alors Tangem va me dire, bah non, c'est pas une signature à l'aveugle, étant donné que tu as quand même ton écran pour vérifier sur ton smartphone, mais pour moi, je mets ça quand même comme signature à l'aveugle parce que derrière, tu te fies à un écran qui est non sécurisé. Et c'est ça le problème, c'est qu'un smartphone, ça sera toujours moins sécurisé qu'un hardware wallet. Et là, le problème avec Tangem, c'est qu'on délègue une des parties les plus importantes, c'est-à-dire l'affichage, à un environnement qui est non sécurisé. Alors, je vais t'expliquer comment ça peut être exploité tout bêtement. Avec un schéma, ça sera plus simple. Alors là, pour cet exemple, je vais utiliser un Ledger, mais ça pourrait être n'importe quel autre hardware wallet avec un écran. C'est juste pour le schéma, pour te montrer que ce qui se passe avec un hardware wallet déjà avec un écran. Donc, à chaque fois que tu vas signer une transaction, en gros, tu sais, tu vas avoir tes données de transaction qui vont apparaître sur ton écran et après, tu auras un bouton ici pour signer. Là, tu auras ta première vérification. Ensuite, quand tu vas signer sur ton smartphone, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tes données de transaction qui vont transiter sur ton écran de smartphone. Et tout ce que tu auras tapé, en fait, elles vont apparaître ici, sur ton écran, tu vas avoir toutes tes données et après tu vas avoir un bouton pour signer ta transaction. Donc à partir de ce moment-là, tu auras une concordance. Et avec Tangem, c'est la même chose au début, donc tu as tes données de transaction, pareil, qui apparaissent sur ton écran de smartphone, tu as ton bouton signature, sauf que la différence cette fois-ci, c'est que là, il n'y aura pas de vérification avec un écran à l'arrivée. Non, ça c'est mort, tu ne l'auras pas. Ce qui va se passer, c'est que tes données de transaction, ça part direct. Le problème, imaginons que ton écran de smartphone, il est corrompu. Et oui, parce qu'un smartphone, il faut bien comprendre une petite chose, c'est que c'est fait pour faire plein de choses. Tu as une surface d'attaque qui est très grande, tu peux avoir des vecteurs d'attaque directement sur l'application parce que tu n'as pas téléchargé la bonne, parce que elle est corrompue, parce que tu es sur un système d'exploitation qui est bourré de vulnérabilités potentielles, avec Android notamment. Alors certains me diront, oui, mais c'est pas exactement la même chose via le iOS. J'ai envie de dire, oui, c'est un petit peu plus sécurisé, c'est vrai, mais d'un autre côté, je t'invite à taper juste Pegasus sur Google, tu verras que on peut complètement compromettre un iPhone aussi s'il y a une vulnérabilité critique dans les premières couches du code. Et ça veut dire quoi? Que à partir de ce moment-là, tu peux avoir potentiellement une transaction malveillante ici, et c'est pas du tout celle que tu avais signée. Autrement dit, toi, peut-être que tu envoyais sur une adresse qui commençait par 0x01 par exemple, et au final, là, ton adresse, c'est 0x02 par exemple. Et là, tu es foutu parce que en fait, tu n'envoies pas sur la bonne adresse. Mais tu n'as aucun moyen de le vérifier parce que tu n'as pas d'écran sur ton hardware wallet. Elle est là vraiment la grosse différence avec Tangem. Et c'est ça qui fait que pour moi, ces hardware wallets sont moins sécurisés. Donc vraiment, je t'invite à faire attention avec ce type de hardware wallet. J'en ai à la maison, c'est super sympa. Mais pour moi, c'est pas un hardware wallet aussi sécurisé. Pour moi, c'est plutôt un entre-deux entre le hot wallet et le cold wallet. Donc si tu veux hold un bon montant de crypto-monnaie sur du long terme avec un wallet principal, c'est pas Tangem qu'il faut avoir. Alors au passage, je vais aussi répondre à un commentaire que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit ouais, mais au final, si on peut corrompre un écran de smartphone, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec un écran de hardware wallet? Alors en fait, c'est assez simple. Un hardware wallet, c'est une surface d'attaque déjà qui est bien plus petite, donc c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, si le hardware wallet est bien conçu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un smartphone, tu peux prendre des photos, tu peux aller sur internet avec, tu peux naviguer, tu peux télécharger des applications, des fichiers et compagnie. Bref, tu as une surface d'attaque qui est immense sur un smartphone. Tu peux tout faire. Alors que un hardware wallet, si tu résumes un peu, ça sert juste à sécuriser des clés privées, envoyer, recevoir des cryptos. Il y a d'autres fonctionnalités, mais ça reste vraiment anecdotique et après comme utilisation. C'est vraiment tout petit. Donc c'est beaucoup plus compliqué déjà d'arriver à hacker directement un hardware wallet. Alors après, si tu l'as physiquement, ça dépend. Généralement, les open source sont un peu moins sécures, mais ça reste quand même bien plus sécure à mon avis que d'autres solutions comme des smartphones. Sachant que pour moi, il y a deux vecteurs d'attaque principaux sur les hardware wallets. Alors s'il y a des experts en cybersécurité qui veulent en rajouter après avec des commentaires, faut pas hésiter non plus. Mais en gros, si je refais un schéma avec ce que j'avais tout à l'heure, quand tu signes une transaction avec un hardware wallet classique, alors là, ça va pas être vrai en plus parce que c'est un Ledger Flex que j'ai sur l'exemple, mais en gros, ça va être valable pour tous les autres hardware wallets avec des écrans en général. C'est-à-dire que tu as deux composants qu'il faut connaître dans tes hardware wallets. C'est-à-dire que tu vas avoir ton élément sécurisé et tu vas avoir un autre composant qu'on va appeler le MCU. Alors, ça veut dire quoi MCU? Donc SE c'est pour Secure Element et MCU pour Microcontroller Unit. Et ces deux composants, ils sont assez importants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton élément sécurisé, c'est la partie coffre-fort, c'est-à-dire c'est la partie la plus dure de ton portefeuille, la plus sécurisée, et ça va servir à quoi? Signer tes transactions et sécuriser tes clés privées, donc tes crypto-monnaies. Le MCU, lui, dans la plupart des hardware wallets, alors ça va pas être vrai avec Ledger, je suis désolé, j'ai pas pris le bon exemple pour le coup, mais ça va être vrai pour tous les autres hardware wallets avec écran, encore une fois, c'est que ton MCU, lui, va gérer l'affichage de ton écran, et il va gérer aussi tes boutons à chaque fois que tu vas interagir avec ton hardware wallet. Donc à chaque fois que tu vas signer une transaction, qu'est-ce qui va se passer? Ta transaction, en fait, tu
tu vas communiquer en fait avec le MCU, lui, va après donner ses ordres à l'élément sécurisé, qui lui, après, va renvoyer « Ok, c'est good, on signe », et puis après, tu vas avoir la validation de ta transaction qui va apparaître. Grosso modo, ça se passe comme ça. Après, s'il y a des mecs plus tech qui veulent en rajouter, il ne faut pas hésiter, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Maintenant, si tu veux vraiment attaquer un hardware wallet, bah, tu n'as pas 36 000 solutions. Soit tu arrives à corrompre le firmware, soit tu as physiquement l'appareil, mais là, c'est d'autres types d'attaques, soit tu vas réussir à te greffer, non pas sur la transaction comme avec Tangem au milieu, c'est-à-dire quand tu as les données de transaction qui transitent vers le hardware wallet, mais là, il faut rentrer directement dans le hardware wallet entre l'élément sécurisé et le microcontrôleur. Donc là, c'est déjà très dur, hein. C'est quasiment impossible. Et maintenant, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas Ledger. Donc par exemple, pour les personnes qui sont chez Ledger, alors je vais refaire mon petit schéma, eux, c'est encore différent. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir ton élément sécurisé, tu vas toujours avoir ton microcontrôleur unit. Par contre, la différence, c'est que ce dernier va être beaucoup moins présent en utilisation chez Ledger. C'est-à-dire que quand tu vas signer une transaction et que tu vas interagir avec ton wallet, tout ça, en fait, ça va être juste avec ton élément sécurisé tout du long. C'est-à-dire que l'affichage, les boutons, tout ça, c'est géré par l'élément sécurisé. Donc avec Ledger, si tu veux vraiment corrompre l'affichage, bah faut corrompre directement l'élément sécurisé. C'est encore plus compliqué. Le MCU, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un composant qui est un peu moins sécurisé, qui est fait pour avoir plus de performance, hein, logiquement pour gérer les interactions, pour avoir un affichage plus fluide, etc. Le MCU, c'est mieux. C'est un petit peu moins sécurisé, mais vraiment, cette différence qu'il y a entre Ledger et les concurrents qui ont un écran qui utilise le combo standard Secure Element Microcontroller Unit pour l'affichage, le gap il est beaucoup plus faible que le gap qu'il y a par exemple entre un hardware wallet de Tangem qui n'a pas d'écran et celui qui en a un. Alors maintenant, attention, ce que je suis en train de te dire, ça ne veut pas dire que Tangem est forcément moins sécurisé que tous les hardware wallets avec écran. Je parle bien du design, c'est-à-dire que quand tu n'as pas d'écran, tu mets moins de chances de ton côté d'avoir un produit sécurisé. Si je te mets la même équipe, c'est des experts en sécurité, ils doivent construire chacun un hardware wallet, tu en as un avec écran, un sans écran, le hardware wallet avec écran normalement sera bien plus sécurisé. Après forcément si le code il est pas bon dans le hardware wallet avec écran, bah, forcément ça pue et vaut mieux être chez Tangem. Mais c'est vraiment pour te comprendre que de par le design forcément tu as quelque chose qui va être moins sécurisé avec un écran sans hardware wallet. Et ça, ce que je suis en train de te dire, c'est valable pour Tangem, mais c'est aussi valable du coup tu l'auras compris pour tous les hardware wallets qui n'ont pas d'écran. Donc par exemple Satoshi. Alors il y en a d'autres aussi, après je ne les connais pas. Je mets plus en évidence Tangem par rapport à ça parce que ce sont les plus connus, c'est aussi parce que j'ai le hardware wallet à la maison, donc je peux plus en parler. Et puis en réalité, j'aime bien Tangem hein, quand même, mais c'est surtout voilà, Satoshi, je connais pas trop. En plus, ils ont l'air sympas, donc j'ai pas du tout envie non plus de leur casser trop de sucre sur le dos. Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que à mes yeux, ils ont une solution qui sera moins sécurisée, car encore une fois, ils n'ont pas d'écran. Donc avec toute cette histoire, je pense que tu l'auras compris. Pour moi, Ledger, c'est toujours le constructeur de hardware wallet le plus sécurisé. Après, il n'y a pas que cette raison non plus. Hein. Par exemple, ce sont les seuls à vraiment avoir des enclaves sécurisées hein, de mémoire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet que tu pourras aller voir si tu souhaites en apprendre plus sur le sujet et comprendre pourquoi, pour moi, Ledger sont les plus sécurisés en termes de constructeurs de hardware wallet.